Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser. C'est au cœur de toutes nos expériences sonores, le haut-parleur. Que ce soit dans ton téléphone, ta télé, ton enceinte Bluetooth ou même en concert, c'est toujours le même principe et tu vas voir, c'est assez fascinant. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous parler d'une nouveauté importante sur ma chaîne. Cette vidéo sur le haut-parleur fait partie d'une nouvelle playlist que je lance aujourd'hui. Et le titre, c'est « À quoi ça sert ? Comment ça marche ?» L'idée m'est venue après plusieurs discussions avec des amis qui n'ont pas forcément de lien avec la musique, qui ne sont pas musiciens ni techniciens du son. Je me suis rendu compte que dans ces discussions-là, on pouvait aborder certains termes techniques qui peuvent ressembler pour eux à une langue étrangère. Et pourtant, ces sujets les intéressent vraiment. Après ça, je me suis rendu compte que sur YouTube, il y avait beaucoup de contenu adressé à un public de pros ou d'amateurs expérimentés. Alors j'ai voulu créer une série qui vulgarise tout ça. À quoi sert une carte son? Qu'est-ce qu'une table de mixage? Comment ça fonctionne? Un ampli, un préampli? Comment on enregistre? Comment on fait de la musique aujourd'hui? Je vais vous expliquer les choses simplement avec des exemples concrets du monde de la musique, de l'audio, du studio et de la scène. Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être musicien pour comprendre. Petite parenthèse pour les disclaimers, je suis DJ, producteur et technicien du son depuis plus de 10 ans. Alors ce que je vais partager ici, c'est mon expérience, mes connaissances, mais je ne prétends pas tout savoir. Si jamais vous remarquez un oubli ou des informations manquantes, n'hésitez pas à utiliser les commentaires avec bienveillance bien sûr. Ça permettra à toute la communauté d'en apprendre davantage et aussi moi le premier. Alors si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à liker cette vidéo et partager si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Comment fonctionne un haut-parleur? Alors le mec, il est ingénieur son, technicien du son, par contre, il a un micro-cravate de Où on va parler un peu d'histoire. Parce que le premier haut-parleur remonte à la fin du 19e siècle. En 1876, Alexander Graham Bell invente le transducteur téléphonique, l'ancêtre du haut-parleur. En 1898, Oliver Lodge crée un haut-parleur électromagnétique. Puis en 1924, Kellogg and Rice invente le haut-parleur électrodynamique moderne, le même qu'on utilise encore aujourd'hui. Depuis, les haut-parleurs ont évolué, la radio, la hi-fi, le Bluetooth, mais le principe reste le même. Alors, comment fonctionne un haut-parleur aujourd'hui? Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais faire un point de vocabulaire avec vous. Voici un haut-parleur, donc il y en a un autre ici un peu plus gros, et voici une enceinte. Donc une enceinte, ça va être un ensemble de haut-parleurs dans une même caisse. Des fois, il peut y en avoir qu'un, mais en gros, il faut bien avoir cette image qu'un haut-parleur ou un speaker, ça va être nu, il n'y a rien autour, et une enceinte, ça va être un ensemble complet. Un haut-parleur, c'est un convertisseur électro-acoustique. Il transforme un signal électrique en vibration sonore. J'en ai un là. Je vais vous expliquer. Quand on envoie un courant électrique dans la bobine mobile, elle interagit avec l'aimant fixe. Le courant va créer un champ magnétique, la bobine bouge d'avant en arrière, la membrane fixée à la bobine pousse et tire l'air. Ce mouvement va créer tout simplement des ondes sonores. Plus la membrane bouge vite, plus le son va être aigu. Plus la membrane bouge lentement, plus le son va être grave. Pour bien comprendre comment fonctionne un haut-parleur, on va faire un petit peu de chirurgie. On va l'ouvrir pour voir toutes les différentes parties de la bobine à la membrane. C'est parti. Alors, ce que vous voyez ici, à ce niveau-là, c'est la membrane qui va permettre de créer le mouvement de montée-descente. Donc, ce mouvement-là, il est généré par un champ magnétique. On va voir tout de suite. On va l'ouvrir. La partie qu'on est en train d'enlever, ça s'appelle le cône, la membrane aussi. Donc là, on a fait le tour. Je suis désolé, c'est très sale, ça a traîné dehors pendant quelques temps. Hop, on va faire un petit peu de ménage. Donc là, on voit bien le mouvement de rentrée-sortie. Maintenant, à l'arrière, il y a une deuxième membrane. Je ne sais pas si vous la voyez derrière, elle est marron. Voilà. C'est ce qu'on appelle la suspension. Donc c'est une deuxième membrane, une matière différente, et c'est ce qui va permettre de faire le ressort de l'enceinte.
Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Et on va trouver la bobine. Donc alors, ce qu'on va retrouver, là, on va bien le voir, c'est ce qu'on appelle la bobine. Donc c'est un petit cerclage en cuivre qui est à l'intérieur de l'aimant. Donc l'aimant que tu vois ici, donc l'aimant qui est fixe, c'est la partie du cône là, va rentrer à l'intérieur de l'aimant, comme ceci. Et le fait d'envoyer du courant par ces bornes qui sont ici, qui ont une polarité, c'est-à-dire que souvent le plus va être matérialisé par la couleur rouge et le moins par la couleur noire. Donc c'est-à-dire que quand on va envoyer du courant, c'est ce qui va permettre de faire bouger la bobine à l'intérieur de l'aimant. Le courant électrique va circuler à l'intérieur et selon la polarité qui est envoyée, le plus ou le moins, la bobine va se déplacer d'avant en arrière. À la suite de ça, la petite membrane qui est derrière la suspension va permettre de lui faciliter le mouvement pour faire ces mouvements de va-et-vient de ce sens-là. Et pour finir, le cône qui est ici va pousser ou faire reculer l'air pour qu'on puisse entendre le son dans nos oreilles. Alors, je l'avais pas préparé celui-là. Je pense qu'ils vont rigoler. Micro de merde, enceinte de merde. Il faut savoir qu'un seul haut-parleur ne peut pas restituer toute la plage de fréquence, donc de 20 à 20 000 Hz. Donc pour ça, on va utiliser des haut-parleurs différents, qui ont plus ou moins la même architecture, pour restituer toutes ces plages de fréquence. Ils ont chacun leurs caractéristiques et on va voir ça ensemble. Donc on va commencer du plus imposant au plus petit. Les premiers, ça va être les subwoofers, les woofers, donc qui vont restituer les fréquences entre 20 et 500 Hz. Donc ça va être pour les basses, il y a besoin de déplacer beaucoup d'air, c'est pour ça que la membrane est énorme. Donc ça, c'est un format de 15 pouces. Il y a plus petit, il y a plus gros, mais il faut savoir que plus le haut-parleur va être important, plus il va pouvoir déplacer beaucoup d'air et mieux on va ressentir les basses. Le deuxième, il a exactement la même architecture que le premier, sauf qu'il va être dans un format beaucoup plus petit et celui-ci va être concerné par les médiums, donc tout ce qui se passe au-dessus de 500 Hz et en général jusqu'à 5000 Hz. Donc c'est exactement la même architecture que le premier, sauf qu'il va être beaucoup plus petit. Il faut savoir que dans certains systèmes d'écoute, on n'a pas forcément d'haut-parleurs de grave, donc le médium va prendre aussi en compte toutes les basses fréquences. Ils seront beaucoup moins bien restitués, mais ils seront quand même présents. Pour les derniers, c'est ce qu'on appelle les tweeters et qui vont servir pour les aigus. Donc c'est tout ce qui va être au-dessus de 5000 Hz pour reproduire les cymbales, les harmoniques, les petits détails subtils. Donc tout ce qui va être au-dessus de 5000 Hz, c'est ce genre de haut-parleurs qui vont prendre le relais. Donc l'architecture est quasiment identique à une chose près, c'est que ce qu'on va retrouver souvent sur les aigus, c'est un haut-parleur qui est à l'arrière, qui va avoir plus ou moins la même architecture que celui-ci, avec une membrane qui va être légèrement différente et très très petit. Et la deuxième partie qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un pavillon. Donc c'est un cône qui est présent pour diffuser le son vers l'extérieur. Maintenant, je possède aussi un tweeter de très grande qualité. Après mon super micro, je pense qu'avec ce tweeter-là, si on se fout pas de ma gueule avec ça, j'ai de la chance. Je vais prendre un tournevis et là vous voyez bien donc sur cette vue zoomée les deux parties d'un tweeter de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La partie haut-parleur qui se trouve ici et la partie pavillon qui se trouve ici pour diffuser le son. Le haut-parleur est beaucoup plus petit, du coup c'est pour ça qu'on a besoin de créer un cône, ce qu'on appelle un pavillon qui peut avoir différentes formes selon les enceintes pour diriger le son vers le public ou vers l'oreille. Donc on va essayer de le démonter, c'est la première fois que j'en démonte un. En général, on les change sans vraiment se poser de questions, ce genre de haut-parleur. Et là tu vois, cette partie-là, la membrane est là, donc tu vas retrouver la bobine qui est juste derrière et avec un tout petit aimant. Pourquoi les enceintes ont différentes architectures en fonction de la plage de fréquence? Pourquoi on n'utilise pas tout simplement des haut-parleurs de ce type pour toutes les plages de fréquence? Alors, on va revenir sur nos fréquences. Pour donner un peu plus de précision, 1 Hz, ça va être une vibration par seconde. Pour les basses fréquences, donc on ne va pas aller au-delà de 200 Hz. Donc ça veut dire 200 vibrations par seconde.
Donc on va avoir besoin d'une architecture d'enceinte qui va être prévue pour aller jusqu'à 200 Hz et sa particularité, ça va être de déplacer beaucoup d'air. Sur des haut-parleurs qui vont servir pour les aigus, l'architecture va être différente parce qu'on va optimiser l'intérieur de la bobine pour faire des déplacements jusqu'à 20 000 changements par seconde. Donc c'est-à-dire que la bobine va aller jusqu'à 20 000 vibrations par seconde. L'architecture d'une enceinte joue aussi en fonction de la fréquence restituée, du sens où une fréquence qui est très aiguë va aller beaucoup moins loin qu'une basse fréquence. Il y a besoin de les diriger et de les guider pour aller dans le sens de l'oreille qui soit le plus optimisé possible. Sur des fréquences basses, on va avoir besoin d'une grosse membrane pour déplacer beaucoup d'air. Le fait qu'on déplace beaucoup d'air et que la forme d'onde est beaucoup plus longue, le signal va aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un très gros haut-parleur pour envoyer les basses très puissantes et très loin, et avoir besoin de petits haut-parleurs avec de très grands cônes pour propager le plus loin possible les aigus. Au milieu de tout ça, on va retrouver les médiums, donc qui sont des haut-parleurs prévus pour restituer toute la plage de fréquence qui est entre ces deux opposés. Les basses fréquences vont être beaucoup moins directionnelles que les aigus. C'est-à-dire que les aigus, ils vont avoir tendance à aller dans une direction, dans le sens où on les envoie, et on va essayer de les diriger au maximum vers la zone d'écoute. Sur les basses fréquences, le fait de déplacer beaucoup d'air va faire que les ondes vont être beaucoup moins gênées par les obstacles. C'est-à-dire qu'un caisson de basse va diffuser la musique sur tous les angles, à 360 degrés. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les aigus. Donc il y a certains traitements qu'on va aborder, surtout dans des concerts ou dans des studios, pour justement que les basses soient le plus directionnelles possible. Vu qu'on déplace beaucoup d'air, on va beaucoup plus faire vibrer les surfaces, une porte qui claque, les fenêtres. Tu as déjà eu cette sensation-là d'avoir les fenêtres qui vibrent quand tu es en soirée. Faut les mettre à fond, faut tout mettre à fond. L'important c'est de faire péter tout. Pour l'instant, il y a zéro. Et c'est dû aux basses fréquences. Pour diriger les basses, du coup, on va utiliser, surtout dans les studios, de l'absorption. Donc, on va utiliser des matériaux très denses qui vont absorber le bruit à l'intérieur pour éviter d'avoir les réflexions et de faire vibrer tous les éléments de la pièce. Les aigus vont être beaucoup moins réceptifs à ça, vont être moins sensibles parce que la forme d'onde étant plus petite, elles vont s'estomper plus rapidement. Il y a un type de parleur aussi que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, je n'en ai pas sous la main, c'est les haut-parleurs coaxiaux. Ça va être un haut-parleur qui va avoir le médium et les basses, pourquoi pas, combinés avec les aigus. On va souvent retrouver ça dans les voitures, je vous mets une photo juste ici. On va retrouver deux enceintes dans le même haut-parleur, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un haut-parleur d'aigus au milieu et un médium basse à l'arrière. C'est tout simplement le même système que ces deux-là, sauf que ça va être 2 en 1. Alors il y a des avantages et des inconvénients à ces enceintes-là. La première particularité, c'est d'avoir quelque chose de très directionnel. Plutôt que d'avoir les aigus et les médiums côte à côte, on va les avoir au même point d'écoute. Donc c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus directionnel si on le met à côté de notre oreille, plutôt que les aigus plus loin. Donc on va restituer mieux les fréquences au point d'écoute. Ce genre de système est beaucoup utilisé en retour de scène pour les artistes, sur des retours en bain de pied, donc des enceintes qu'on va mettre à plat au sol incliné. Ça va permettre d'avoir quelque chose très directionnel vers le musicien ou le chanteur et éviter de créer des interférences sur le plateau. S'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de micros, ça peut créer de l'arsène. Donc le fait d'avoir quelque chose de très directionnel vers la personne concernée va permettre d'éviter ça. C'est pour ça qu'on utilise très souvent des enceintes coaxiales pour des retours de scène. Mais du coup, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on retrouve comme haut-parleur? Dans ton smartphone, par exemple, tu vas avoir un seul haut-parleur miniature. Il va reproduire surtout les sons médiums et aigus. Les basses sont quasi absentes et tu n'auras pas de fréquence en général en dessous de 200 Hz. La taille est minuscule, donc tu déplaces peu d'air et donc tu auras pas de grave. Dans les enceintes Bluetooth, je suis désolé, j'ai pas plus gros. C'est voilà, une petite enceinte Bluetooth d'appoint. Dans certaines autres enceintes, tu vas retrouver un petit woofer plus un tweeter. Donc tu vas avoir deux haut-parleurs avec des fréquences différentes. Souvent 360 pour diffuser le son dans toutes les directions. Et tu as aussi les basses qui sont renforcées par un traitement numérique, mais qui est limité. Dans un casque, l'oreille est proche. Donc c'est ce qui va donner l'illusion de basse. Certaines fréquences sont accentuées selon le modèle. Donc c'est-à-dire que chaque constructeur va avoir plus ou moins de médium, plus ou moins d'aigus, plus ou moins de basses. Ça peut être fait
par rapport à l'enceinte ou par rapport à un traitement numérique selon les casques Bluetooth, mais ça c'est tout simplement quelque chose pour le confort. Donc voilà, c'est pour ça que certains casques vont te sembler meilleurs que d'autres, mais en vrai c'est juste un équilibrage de fréquences qui est différent selon les marques et les gammes des casques. Maintenant, pour les musiciens, dans un home studio, dans un studio, on va utiliser des enceintes de proximité et des enceintes de monitoring. L'idée c'est d'avoir des enceintes qui sont le plus neutres possible. Comparé à un casque où on va avoir une couleur de son qui va être différente, plus de basse, moins de basse, plus de médium. Ça marche aussi pour les enceintes. Pour du studio, on va chercher à avoir un son neutre, c'est-à-dire le plus équilibré possible. C'est des enceintes qu'on va utiliser pour faire du mixage, pour faire de la production musicale. Donc l'idée, c'est d'avoir un son le plus neutre possible pour que le mixage soit parfait et sonne parfaitement sur tous les autres supports. En concert ou en festival ou même dans des très gros clubs, on va utiliser un système qui est très répandu qui s'appelle le line array. Je te mets une photo juste ici, j'en ai pas sous la main. Chaque enceinte va jouer une plage de fréquences différentes. Donc tu vas retrouver le plus souvent les subwoofers au sol, même si ce n'est pas toujours le cas, et pour chaque enceinte, une restitution de fréquences différentes. Pourquoi ils ont souvent cette forme-là? C'est pour répartir le plus au public. Donc c'est-à-dire que les enceintes qui sont sur le bas vont restituer un volume sonore prévu pour les personnes qui sont au premier rang. La deuxième enceinte pour les personnes qui sont au deuxième rang, ainsi de suite. Donc comme ça permet d'avoir un volume sonore bien réparti sur l'ensemble de la foule et que chacun entende convenablement le concert. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir pour la production musicale? Donc un ingé son, un producteur de musique, il va réfléchir et faire en sorte que la musique sonne sur tous les supports. Le téléphone, la grosse enceinte Bluetooth, la scène de concert, les enceintes de salon. En studio, il va faire en sorte que la musique et le mixage qu'il va créer sonnent parfaitement sur tous ces supports. Sans oublier le smartphone et les AirPods. C'était vraiment très intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de comment ça marche et un haut-parleur, pourquoi il y a différentes enceintes, comment on les utilise dans les différents contextes, que ça soit à la maison ou en festival. Si cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à partager cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Si j'ai oublié des petites choses ou si je peux répondre à tes questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!